Merci. Alors, je vais essayer de vous expliquer où s'insère cette session, cet événement auquel aujourd'hui vous participez. Donc, je vais essayer de vous expliquer dans quel engrenage vous mettez le doigt, parce que vous allez assister à cette première session, et j'espère bien que vous assisterez au suivant. L'idée d'une commission d'audition, de session d'audition, est née à la suite d'un certain sur ce sujet, est née à la suite d'une réflexion au sein de l'IV1 portée par François Hacher sur le lien entre mobilité et changement climatique. Il y a un texte qui a été écrit par François sur ce sujet qui est donc à l'entrée, que je vous recommande vivement de lire. Non pas qu'il apporte des solutions, mais qu'il pose des questions et qui suscite aussi éventuellement, et c'est ça qui a démarré, je dirais, cette réflexion au sein de l'IVM, il suscite aussi éventuellement des débats contradictoires. Alors pourquoi se préoccuper de ce lien? Je ne vous rappellerai pas, même si c'est écrit sur le tableau, et que je vais dire, que les transports représentent un gros tiers des émissions de gaz à effet de serre. Je vais prendre un exemple un peu plus concret, un peu plus parlant pour essayer d'illustrer ce qui amène l'Institut de la Ville en mouvement et ceux qui font ces programmes à se préoccuper, à s'intéresser de cette manière-là et sous cette forme-là. Mon petit exemple vient de mon domaine d'origine, c'est celui du bâtiment. Vous prenez un bâtiment, il consomme 100 kWh et vous pouvez relativement facilement réduire ses consommations à 50 kWh. On connaît les techniques, on sait ce que ça coûte, on sait l'amortir, on connaît les savoir-faire. Aujourd'hui, grosso modo, dans ce secteur-là, et pour un objet comme celui-ci, la question est plus celle de la diffusion que de savoir-faire et d'arriver à le faire dans les conditions socio-économiques actuelles. Seulement, vous prenez ce bâtiment qui consomme, grâce à un certain nombre d'efforts de nature sociologique, économique et technique, vous l'éloignez de son emplacement en premier, donc là, vous, l'ego, d'une quinzaine de kilomètres, et tout l'effort que vous aurez déployé pour réduire de moitié ses consommations énergétiques s'anéantit. Les déplacements qui sont générés par cette quinzaine de kilomètres de plus dans la localisation de ce bâtiment génèrent une consommation d'énergie qui va faire totalement, je dirais, basculer le profil, entre guillemets, énergétique de ce bâtiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous renvoie, quand on fait cette petite comparaison, dans du chiffre qui peut être amusant et de ce petit curseur avec lequel on peut jouer, ça nous renvoie à quelque chose qui est particulièrement éclairant sur les questions de mobilité, c'est qu'autant à l'échelle du bâtiment et sur le bâtiment, on sait faire, et surtout on sait définir un périmètre d'action maîtrisable, autant sur les mobilités, c'est beaucoup plus compliqué, et je ne fais que le rappeler. Certains vont dire, et certains parmi nous, mais aussi dans le champ du débat public en France et en Europe, disent mais on n'a qu'à développer des transports collectifs de masse. Seulement, quand vous passez quand vous souhaitez aller de Cergy à Roissy, pour faire écho à quelques débats sur la métropole parisienne, c'est difficile de faire pour les 10 000 personnes qui font ce trajet par an un RER ou un métro lourd, une infrastructure importante de transport collectif. Prenons l'autre solution extrême qui est envisagée, mettant en place du covoiturage. Beaucoup d'études maintenant montrent que c'est une solution. Là, je ferai référence volontiers à certains écrits de Jean-Pierre Orfeuille qui les résument assez bien. Vous avez un collègue avec lequel vous faites du covoiturage. S'il est marié et qu'il a 2 enfants, un jour sur 10, son enfant est malade, donc vous n'allez pas avec lui au boulot le matin. Et une fois tous les 15 jours, je ne suis pas misogyne, mais sa femme va lui demander de faire un certain nombre de choses et vous ne pourrez pas organiser votre mobilité en fonction d'un système. Ça illustre bien que la mobilité est un élément lié à des chaînes de décision complexes et des chaînes de micro-décisions qui sont liées, interdépendantes, et qu'on a du mal à séparer, à découper, en particulier quand on souhaite travailler sur les mobilités face aux enjeux de changement climatique. Autrement dit, si je sors un petit peu de mon petit exemple, les questions qui se posent à nous, c'est celle de la décision collective, puisque vos et nos micro-décisions
en matière de mobilité renvoie aux décisions des autres, aux choix des autres. On ne vous fait pas un RER en Cergy et Roissy parce que vous n'êtes pas plus de 10 000 à faire ce trajet dans l'année. Votre micro-décision, une fois par année, elle détermine aussi un certain nombre de choix plus généraux. C'est pas tout à fait le cas concernant d'autres domaines. Donc les enjeux, les questions qui nous sont posées à partir de la mobilité pour faire face au changement climatique sont beaucoup plus importants parce que ce sont des questions de connaissance. On ne sait pas tout à fait comment on peut faire. Ce sont aussi des questions politiques. On ne sait pas comment on va produire ensemble ces décisions-là, entre ces différents choix, leurs limites, les débats contradictoires qu'on peut avoir sur ces choix. Mais ce sont aussi des questions lourdes d'un point de vue technique et opérationnel. Quel choix on va faire? Quelle est la solution la plus viable économiquement? Si on se met à être extrêmement volontariste pour maîtriser, encadrer les mobilités qui émettent des gaz à effet de serre, est-ce que finalement on ne va pas avoir des impacts négatifs d'un point de vue social? Vous voyez l'ampleur des questions au-delà de ces fameux 30% de gaz à effet de serre que nous mettons tous en introduction de nos articles, de nos débats, de nos réflexions sur ce sujet.